À la pointe sud-ouest de l'Afrique se trouve l'un des parcs les plus incroyables du monde. Encerclé par l'immensité de l'océan Atlantique et par une métropole en pleine croissance, le Cap. Ce parc abrite une multitude de plantes et d'animaux. Des espèces qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est un environnement extrême et redoutable. L'une des montagnes les plus célèbres du monde se dresse en son sein. Il s'agit du parc national de la montagne de la Table. La montagne de la Table est l'une des merveilles naturelles du monde. Son sommet plat, composé de grès très rigides, résiste à l'érosion depuis des millénaires. Cette montagne délimite la frontière septentrionale de l'un des parcs les plus riches d'Afrique. Le parc national de la montagne de la Table s'étend ensuite vers le sud, le long d'une chaîne de montagnes accidentées et jusqu'au bout de la péninsule, à la pointe du Cap. « 221 km² d'une diversité incroyable. Il abrite plus de 2000 espèces de plantes. 90 d'entre elles ne poussent qu'à cet endroit. Ce sanctuaire est encerclé de toutes parts par l'océan et par l'homme. Les montagnes jaillissent de l'eau et s'élèvent jusqu'à 1000 mètres. Deux univers s'opposent sur Terre et en mer. Les vents froids et secs et les courants océaniques profonds font remonter les eaux le long de cette côte. De précieux nutriments arrivent alors à la surface. Les eaux sont donc riches et pleines de vie. Mais sur Terre, les conditions ne sont pas les mêmes. Les vents, source de vie en mer, ballottent les montagnes et dessèchent le paysage, constituant ainsi un frein à la croissance de la végétation. Survivre dans cet environnement sec, balayé par les vents, est un combat. Mais la quasi-totalité des plantes et des animaux se sont adaptés pour faire face à ces conditions difficiles. Les suimangas orangés volent de fleur en fleur, formant une alliance essentielle à la survie des deux espèces. Seules les espèces les plus résistantes survivent difficilement sur Terre. À l'inverse, sous les vagues, la vie prospère dans ces eaux riches. Les phoques jouent à cache-cache avec la mort dans la végétation sous-marine. Une insolite colonie de manchots du Cap fructifie à l'abri dans l'incroyable sanctuaire naturel de la montagne de la Table. Pour les plantes comme pour les animaux, la vie ici est dangereuse. Nous sommes en plein cœur de l'été. Une famille hors du commun est venue jusqu'à la plage, près de la pointe du Cap, pour fuir la chaleur. Ce sont des chacmas. Avec les humains, ce sont les primates qui vivent le plus au sud en Afrique.
Il compte parmi les plus gros singes du monde. Les mâles peuvent peser jusqu'à 45 kg. Ces primates pleins de ressources vivent dans le sud de l'Afrique, dans des habitats très divers, les forêts, les plaines, la savane ou encore les semi-déserts. Quelques jours par mois, quand la marée est très basse, ils viennent sur la plage pour chercher de la nourriture dans les rochers à découvert. C'est un avantage non négligeable dans ce parc impitoyable. C'est l'une des rares espèces de babouins qui vit en contact à la fois avec la terre et avec la mer. La péninsule du Cap est une bande de terre isolée qui surgit du puissant océan Atlantique. C'est l'un des endroits les plus venteux du monde. Les vents violents soufflent environ 100 jours par an. Si cela rend les conditions de vie très difficiles sur Terre, dans l'océan, c'est une source d'abondance. Les vents venant du sud-est et les courants océaniques profonds ramènent les eaux froides riches en nutriments à la surface. Ce phénomène s'appelle la résurgence. Ces nutriments, associés au soleil, alimentent l'un des habitats les plus productifs de la planète. Les varechs géants, où les plantes atteignent 12 mètres, prospèrent. La nourriture abonde. La seule difficulté est de trouver un chez-soi. L'espace est une denrée rare, alors la compétition fait rage. Les poissons, comme ce spar à selle blanche, défendent leur territoire. Les mâles gardent jalousement leur parcelle et pour écarter la concurrence, ils ont une astuce. À la naissance, les petits sont tous des femelles. Quand le mâle dominant meurt, la plus grosse femelle change de sexe et reprend son territoire. Les requins planés patrouillent également dans ces varechs. Ils descendent d'une lignée de requins primitifs. La journée, ils se cachent dans les varechs pour échapper aux prédateurs, tels que les grands requins blancs. Tout comme les otaries à fourrure d'Afrique du Sud, autre proie de choix pour les requins blancs. À l'abri dans ce refuge sous-marin, elles ont tout le temps de chahuter. Les vents incessants qui favorisent la résurgence dans l'océan et en font un écosystème d'une fertilité extraordinaire dictent également les conditions sur Terre. Mais avec les effets inverses. La végétation qui recouvre le parc est appelée fynbos, ce qui signifie buisson fin. Elle tire son nom des feuilles délicates de la plupart des plantes qui y poussent et qui les aident à conserver l'eau.
Les fynbos font partie de la région florale du Cap qui jouit d'une diversité incroyable. Une diversité qui n'est surpassée que par les forêts tropicales. Pourtant, en termes de taille, cette région ne représente qu'un fragment de ces forêts. Plus de 9000 espèces végétales sont recensées sur les 90 000 km² du Cap. 70% de ces espèces sont endémiques de la région. On trouve ici plus d'espèces que dans tout le Royaume-Uni. Le fynbos compte 4 grands types de plantes. Les éricacées, que l'on reconnaît à leurs feuilles qui ressemblent à des petites aiguilles. Des plantes qui s'apparentent aux roseaux, les restionacées. Les protéacées, ces buissons imposants avec leurs fleurs tape à l'œil. Et les géophytes, qui ont un organe de réserve souterrain. Les sols du parc national de la montagne de la Table sont sableux. Ils contiennent peu de nutriments et d'eau. Quand les sols sont pauvres, la croissance des feuilles demande de l'énergie. Les plantes doivent donc dissuader les animaux de les manger. Elles remplissent leurs feuilles de substances chimiques appelées tanins. Celles-ci deviennent alors amères et indigestes. Le paysage semble recouvert d'une végétation comestible, mais il n'en est rien. Cette famille de zèbres de montagne du Cap cherche de la nourriture dans les plaines, au nord de la pointe du Cap. C'est la plus petite espèce de zèbre. On les reconnaît facilement grâce aux morceaux de peau qu'ils ont sous la gorge et qu'on appelle le fanon. Ils sont adaptés aux environnements secs et rocheux. Ils cherchent des jeunes pousses d'herbe. Les élans, la plus grosse espèce d'antilope, dépendent aussi des rares portions d'herbe qui poussent au milieu de ces fynbos immangeables. Les bonteboks ne sont présents que dans cette région de l'Afrique du Sud. Ils ne peuvent vivre que des fynbos. Mais ils profitent bien des pâturages de la montagne de la Table pour compléter leur alimentation. Pour tous les animaux terrestres, trouver de la nourriture dans cet environnement stérile est un véritable défi. Les clans de babouins doivent souvent se contenter de ce qu'ils trouvent sur les hauteurs de la péninsule. Mais c'est un mâle dominant expérimenté qui dirige ce clan et il sait où chercher. Les plantes qui possèdent un organe de réserve souterrain, de type bulbe ou tubercule, sont appelées géophytes. On en trouve dans tout le parc. Elles stockent l'eau et les glucides sous terre afin de survivre aux étés chauds et secs. Mais les géophytes ne sont pas toutes bonnes à manger. À la fin de l'été, les amaryllis fleurissent sur toute la péninsule. Les bulbes de ces plantes magnifiques sont très toxiques et peuvent tuer un homme.
Ces babouins ont un cerveau développé, ce qui leur donne un avantage dans cet environnement hostile. La vie de famille est primordiale. Les parents transmettent leur expérience aux petits, qui passent aussi des heures à jouer. C'est ainsi que l'on tisse des liens entre les membres de la famille. Les individus de classe inférieure font souvent la toilette des mâles dominants pour se faire accepter, tandis que les femelles cherchent à protéger leurs petits. Les plus jeunes aussi guettent la moindre opportunité de gravir les échelons. Les damans des rochers grimpent bien souvent également. Ici, on les appelle dacis. Ils vivent dans tout le parc sur les affleurements rocheux. Cette famille est la reine de ce château. Elle a élu domicile sur la montagne de la Table. Les damans ressemblent étrangement aux cochons d'Inde. Pourtant, ce ne sont pas des rongeurs. Aussi incroyable que cela puisse paraître, des analyses ADN ont démontré que leurs plus proches parents sont les éléphants. Les agamas se sont également adaptés à la vie ici. Comme tous les animaux à sang froid, ils sont incapables de réguler leur température corporelle. Ils doivent donc compter sur le soleil pour se réchauffer. C'est pourquoi ils passent la plupart de leur temps allongés au soleil. Ils deviennent alors des cibles faciles pour les oiseaux de proie comme la cresserelle des rochers. La plupart des espèces se camouflent pour se fondre dans la roche. Mais le Cordylus niger est facile à repérer. C'est une concession dangereuse. Effectivement, les prédateurs le repèrent plus rapidement, mais sa couleur foncée lui permet d'absorber plus de chaleur. Les damans aiment aussi prendre un bain de soleil. Ils comptent parmi les rares mammifères à sang chaud capables d'utiliser la chaleur du soleil pour augmenter leur température corporelle et stimuler leur métabolisme. Eux aussi deviennent vulnérables face aux prédateurs tels que la buse roue noire. Mais les damans savent sauter entre les rochers. Leurs doigts trapus et leurs ongles comme des sabots leur permettent de sauter facilement. Grâce à une sécrétion spéciale, leurs pattes caoutchouteuses sont moites en permanence. Leur cage thoracique peut également se plier, ce qui est idéal pour se faufiler dans les petites crevasses entre les rochers et échapper au danger. Mais de toutes les adaptations, c'est sans doute leur capacité à s'attaquer à une nourriture variée qui leur donne le plus gros avantage dans ce parc. Leur estomac compartimenté est rempli de bactéries symbiotiques qui leur permettent de consommer les feuilles des fynbos, d'habitude immangeables. Durant une grande partie de l'année, les fynbos essaient d'éloigner les animaux pour qu'ils ne les mangent pas. Cependant, pour certaines espèces, les animaux jouent un rôle essentiel dans la pollinisation.
Alors, pour les attirer, les plantes produisent du nectar en grande quantité. Faire pousser des feuilles est un processus coûteux, car il faut des nutriments et on en trouve très peu dans les sols du parc national de la montagne de la Table. Mais si les feuilles coûtent cher, ce n'est pas le cas du nectar. Pour en produire, il faut simplement du soleil et un peu d'eau. Il est tôt, les fleurs sont pleines de nectar et les suimangas se régalent. Les suimangas orangés ne vivent que dans les fines bosses. Ils ont un rôle prépondérant dans l'écosystème. Ils volettent de fleur en fleur pour boire le nectar. Leur corps se recouvre alors de pollen. Ils le transfèrent d'une plante à l'autre et fécondent ainsi les fleurs. Les suimangas calibés sont aussi attirés par ce festin en promotion. Les protéas, fleurs emblématiques de l'Afrique du Sud, sont des arbustes qui attirent un autre oiseau un peu plus gros. Le Promérope du Cap, qui adore le nectar. Sa queue est longue et encombrante. Mais cette queue impressionnante attire les femelles. Plus elle est longue, plus il y a de chances que le mâle soit un bon partenaire. Les suimangas profitent aussi de ce butin sucré. Mais sans le vouloir, ils dépouillent les protéas de leur nectar. Leur petite taille les empêche d'atteindre la plante en profondeur en passant au-dessus, comme le font les Proméropes. Par conséquent, ils ne sont pas couverts de pollen. Mauvaise nouvelle pour les plantes. Elles ne peuvent compter que sur les Proméropes pour la pollinisation. Plus de 400 espèces des plantes des fines-bosses ont besoin des oiseaux pour produire des graines. Cela dit, ces derniers ne sont pas les seuls pollinisateurs. Les abeilles du Cap adorent le nectar et les fleurs sont leur principale source d'approvisionnement. Les abeilles jouent également un rôle essentiel dans l'écosystème des fines-bosses. Leur rostre, ce tube hermétique qui ressemble à une paille, leur permet d'aspirer le nectar. Une charge électrostatique sur les poils fins dont leur corps et leurs pattes sont couverts les aide à récolter le pollen. Le parc compte plusieurs pollinisateurs, mais le plus inhabituel est sans doute le mulot rayé. On
recense peu de cas de pollinisation par des rongeurs dans le monde. Les protéas attirent les mulots car elles produisent de grosses quantités de nectar. Dans les fynbos, plus de 35 espèces de plantes dépendent de cette alliance singulière. Le vent est parfois un obstacle, mais pour certaines plantes, il est devenu nécessaire. Les restionacées, l'un des autres principaux types de plantes des fynbos, sont pollinisées grâce au vent. Elles n'ont pas de fleurs tape à l'œil. Mais à quoi bon avoir des pétales sophistiqués ou du nectar savoureux quand on n'a pas besoin d'attirer les pollinisateurs? Leur pollinisateur agit au hasard, mais il est partout. Et si la pollinisation par le vent n'est pas aussi précise que celle des animaux, elle n'en est pas moins efficace, surtout dans un écosystème dominé par le vent. Le vent permet de renouveler la vie sur Terre et il apporte des nutriments à la surface de l'océan. C'est grâce à lui que la vie marine prospère. Le parc national de la montagne de la Table abrite d'ailleurs un animal marin peu commun, le manchot du Cap. C'est la saison des amours pour la colonie de Boulders Beach sur la côte est du parc. C'est l'une des 3 seules colonies qui se reproduit sur le continent en Afrique. D'habitude, les manchots du Cap préfèrent se reproduire sur des îles au large. Mais au début du XXe siècle, les humains ont détruit leur habitat en prenant tout le guano sur ces îles pour en faire de l'engrais. Sans guano, les manchots ne pouvaient plus creuser de terriers pour y abriter leurs petits. Par ailleurs, la pêche commerciale les prive de nourriture. Environ 2 millions de couples reproducteurs avaient été recensés dans le sud de l'Afrique. Aujourd'hui, ils sont moins de 25 000 à survivre. La survie de l'espèce ne tient plus qu'à un fil. Et les manchots de la colonie de Boulders Beach sont en première ligne dans cette bataille. C'est l'une des seules colonies dont le nombre d'individus augmente. Cette colonie reproductrice est protégée et la pêche commerciale n'est pas autorisée dans les eaux de la baie de Falls. Il y a donc de la nourriture à profusion. Les manchots ne sont pas les seuls oiseaux incapables de voler qui profitent de ce sanctuaire. L'été bat son plein. C'est la période la plus sèche de l'année. En cette journée étouffante, le mercure affiche 43 degrés, la plus haute température enregistrée à la pointe du Cap au cours de ces 100 dernières années. Il y a peu d'ombre dans les fynbos et les oiseaux ne peuvent pas transpirer pour se rafraîchir. Cette autruche souffre de la chaleur. Elle ouvre donc la bouche et fait circuler de l'air rapidement dans une poche remplie de capillaires au niveau de sa gorge. Elle refroidit ainsi son sang. C'est ce qu'on appelle l'allaitement, comme le font les chiens. Elle déplie également ses ailes. L'air ventile la peau fine sous ses ailes et sa température baisse.
Les bonteboks souffrent également dans cet environnement nu. Les mâles défendent leur territoire et peu importe la chaleur, ils n'ont qu'une priorité, asseoir leur domination. Il y a pourtant des endroits du parc où ce vent qui dessèche est favorable aux plantes et aux animaux. Sur les sommets, les vents du sud-est ont formé un nuage surnommé ici la nappe. Si les pentes sont asséchées, les sommets sont soulagés par ce nuage épais. L'eau qui se condense dans l'air suffit à rafraîchir les maigres ruisseaux qui subsistent. C'est là que pousse une orchidée appelée Disa. Bien que les Disas résistent aux températures chaudes de l'été, elles ont besoin d'humidité. Elles ne peuvent survivre que dans ces ruisseaux permanents. Les rivières du Cap sont connues pour leurs eaux foncées. Les tanins amers que les plantes des fynbos utilisent pour repousser les herbivores coulent dans les rivières et les colorent comme du thé. Même dans cet environnement humide, la vie est difficile. Les Drosera sont des plantes carnivores capables de pousser sur ces sols pauvres en nutriments. Les gouttelettes sur leurs feuilles sont des sécrétions sucrées. Les insectes sont englués dans cette substance et la plante n'a plus qu'à les digérer à l'aide d'enzymes et à absorber les nutriments. Grâce à ces ruisseaux permanents, quelques écrins de verdure subsistent sur cette montagne hostile. Les forêts afro-montagnardes ne couvrent que 4% du parc, mais beaucoup d'espèces rares y ont trouvé refuge. La plus précieuse étant la grenouille Héléophrine roseille. Cet amphibien se fait rare. La totalité des spécimens de l'espèce est répartie dans 6 ravins du côté est de la montagne. On ne les voit presque jamais. Elles mènent une existence secrète dans ces ruisseaux pérennes. Ce tétard vient de se transformer en grenouille. Sa croissance n'est pas finie. À l'âge adulte, elle atteindra 5 cm. Ces grenouilles sont parfaitement adaptées à leur environnement. Grâce à leur corps aplati, elles peuvent ramper dans les crevasses étroites, tandis que leurs pattes palmées en font d'excellentes nageuses. Les disques collants au bout des pattes leur permettent de s'accrocher sur les rochers, et leur corps vert et brun tacheté constitue le camouflage idéal. Les têtards se sont également adaptés à la vie dans des ruisseaux au débit rapide. Leur grande bouche fait office de ventouse. Ils peuvent ainsi s'accrocher aux rochers pour déguster lentement des algues. Il leur faudra 1 année pour devenir adultes. L'Héléophrine roseille s'est adaptée à cet endroit. Elle est incapable de parcourir de longues distances entre les habitats où elle pourrait s'installer, ce qui explique qu'on ne la trouve pas ailleurs.
Un individu étrange s'est aussi abrité en contrebas du ruisseau. C'est le Bradypodion pumilum, un caméléon qui vient de la pointe sud-ouest de l'Afrique du Sud. Contrairement à l'Éléophrine roseille, qui n'est faite que pour vivre sur la montagne de la Table, le secret du succès de ce caméléon est sa capacité d'adaptation. Il peut survivre partout, que ce soit dans les fines bosses, dans les forêts ou dans les jardins en ville. Les gros individus, comme celui-ci, peuvent mesurer jusqu'à 19 cm de long. Les caméléons sont des prédateurs importants. Leurs pattes adhérentes et leur queue préhensile conviennent parfaitement à la vie dans les arbres. Leurs yeux sont totalement indépendants. Ils peuvent regarder dans différentes directions en même temps. Même les chasseurs aguerris ratent parfois leur cible. Aujourd'hui, cette sauterelle a eu de la chance. Mais la ténacité est récompensée. Les forêts afro-montagnardes sont cachées dans les ravines humides, à l'abri des dangers de la chaleur et de la sécheresse sur les pentes à découvert. À la fin de l'été, le parc national de la montagne de la Table est une poudrière. La moindre étincelle suffit à embraser la montagne. Une fois allumés, les incendies incontrôlables détruisent rapidement tout sur leur passage. Les animaux qui ne peuvent pas s'enfuir périssent dans les flammes. Mais le feu fait partie intégrante de cet environnement. Il a d'ailleurs une importance capitale dans cet écosystème. En l'espace de quelques jours, de nouvelles pousses apparaissent. Les arbustes protéas sont particulièrement adaptés pour faire face au feu. Certains se protègent grâce à une écorce épaisse. Ils repoussent dès que le feu est éteint. D'autres sont stimulés par les flammes et libèrent leurs graines. La fumée, la chaleur et le bois calciné entraînent également la pousse des graines et des bulbes sous terre. Paradoxalement, ce paysage brûlé est un eldorado pour les jeunes pousses. Les plantes adultes ne sont plus là. Il n'y a donc plus de lutte pour se faire une place ou pour avoir de l'eau. Les nutriments qui étaient stockés dans la végétation sont maintenant dans les cendres très fertiles répandues sur le sol. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, les fines bosses se régénèrent après chaque incendie. Les 100 km de côte accidentée du parc national de la montagne de la Table
constituent une véritable frontière entre le fynbos qui tente de résister aux attaques de l'été et les eaux froides pleines de vie. Pour survivre dans ce parc, toutes les espèces doivent faire pencher la balance de leur côté. Et quand il s'agit de saisir les opportunités, aucune n'égale les clans de babouins de la montagne. À la fin de la saison chaude, les varechs regorgent de vie. Les plantes adultes sont chassées par la houle venue du sud de l'océan. Une fois sur le rivage, c'est une ressource considérable. Les amphipodes, des crustacés lointains cousins des homards et des crabes, ont des branchies adaptées pour respirer l'air. Les tonnes d'algues échouées ne résistent pas plus de quelques jours à ces véritables détritivores. Le clan des babouins de la pointe du Cap profite aussi de ce buffet sur la plage. Ils le savent, on peut faire un festin à condition de chercher au bon endroit. Lorsque les conditions sont favorables, ils quittent leur habitat dans la montagne de bon matin pour venir profiter de ce buffet de fruits de mer. Rien ne vaut la marée basse au printemps. Quand les rochers sur la plage sont à découvert à perte de vue, offrant ainsi des moules et des bernicles. C'est l'un des seuls endroits au monde où l'on a observé ce comportement chez les babouins. Les coquillages sont une source incroyable de protéines. Ces babouins ne passent que 5% de leur temps à se nourrir sur la plage. Mais les bienfaits nutritifs qu'ils en retirent sont exceptionnels. On dit que c'est ce même apport de protéines qui a permis à l'homme d'évoluer il y a des centaines de milliers d'années. Il existe des preuves montrant que nos ancêtres primitifs ont consommé beaucoup de fruits de mer sur ces côtes. C'est ainsi qu'ils ont stimulé la croissance de leur cerveau. Tout comme les premiers ancêtres de l'homme, ces babouins se sont adaptés et savent saisir les opportunités qui leur sont offertes dans cet environnement exigeant. Ils jouissent alors d'un avantage précieux pour survivre sur cette péninsule impitoyable. Le parc national de la montagne de la Table est une terre de contraste, vivant au rythme du feu et du vent. Sur Terre, les conditions sont difficiles. Malgré cela, beaucoup de plantes et d'animaux y prospèrent. Ils forment des alliances pour assurer leur survie. Cette biodiversité est inédite. Les océans qui l'entourent regorgent de vie, alimentés par des eaux riches en nutriments qui remontent des fonds marins.
La nourriture foisonne pour cette multitude de végétaux et d'animaux. Cette île, où diversité et émerveillement se mêlent, est opprimée par les humains et encerclée par l'océan. Le parc national de la Montagne de la Table est un endroit unique au monde.